J'ai une très mauvaise nouvelle pour vous. Nous allons mettre fin aux conversations privées. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints pour cette première table ronde qui est organisée par le Shift Project dans le cadre de World Efficiency, qui va concerner la chose probablement la plus importante dans notre pays, c'est-à-dire manger. Vous savez qu'on est mondialement connu pour ça. Cet après-midi, on va essayer de voir si on pourrait être mondialement connu pour le bien manger, tout en essayant de respecter un point important qui fait en ce moment même où on se parle l'objet de grandes déclarations quelque part à Boulogne-Billancourt, c'est-à-dire respecter la trajectoire mondiale sur les émissions de gaz à effet de serre et nous amener progressivement à pas grand-chose, puis à zéro. Alors pour cette table ronde sur la question de la compatibilité de l'alimentation et de la trajectoire dite 2 degrés, ou donc de la baisse des émissions de gaz à effet de serre, on a le plaisir d'accueillir cet après-midi un certain nombre de gens qui sont dans ce domaine-là, manger, et qui vont être par ordre d'apparition à l'écran, plus exactement par ordre d'intervention. D'abord, nous aurons Régis Marcon, qui est immédiatement à ma droite, qui s'occupe de nous faire rêver, c'est-à-dire qu'il est chef cuisinier, qu'il a été récemment chargé par le président, si je ne dis pas de bêtises, d'une mission concernant la formation et donc le rapport des gens qui vont sortir du dispositif de formation et la nourriture. Ensuite, nous aurons François Thierry, qui est agriculteur. Donc, on remercie d'avoir fait le chemin jusqu'à Paris, où normalement, il n'y a pas beaucoup de choses qui poussent et pas beaucoup d'animaux à élever, qui a été président de l'agence bio et qui interviendra notamment sur la question de l'élevage. Ensuite, on va rester dans ce qui se mange. Nous aurions Julia Berdugo, qui va essayer de vous faire manger des grillons. Donc, on va lui demander pourquoi, si c'est une bonne idée ou pas une bonne idée. Elle est fondatrice d'une société qui s'appelle Griot et qui commercialise donc des barres de fruits secs à la farine de grillon, entre autres choses. Ensuite, nous aurons Jérôme Selle, directeur général de Selnat, qui est immédiatement là, voilà, qui est donc un transformateur de céréales et à qui on va poser quelques questions sur son métier. Ensuite, nous aurons Neil Barrett, qui est immédiatement à ma gauche, qui est Group Vice President for Sustainable Development chez Sodexo. Donc Sodexo, vous connaissez tous, hein, c'est une entreprise qui assure notamment de la restauration collective. Et c'est à ce titre qu'on lui demandera ce qu'il est possible de faire. Et enfin, on finira par Benoît Apparu, tout à ma gauche là, qui appartient au monde politique, mais qui a par ailleurs, donc il est maire de Châlons-en-Champagne, ancien ministre, mais qui a par ailleurs lancé récemment une initiative concernant l'agriculture. Et c'est de cela dont il sera question. Dernier point, Régis Marcon devra nous quitter à 15h, c'est ça ? Bon. Donc on va commencer avec vous. La première question oh non, il y a des micros partout, donc c'est parfait. La première question que j'ai envie de vous poser est la suivante. Comme vous le savez, dans la tradition culinaire française, les protéines, et en particulier la viande et le poisson, tiennent une place importante. Pour avoir longuement lu le guide Michelin quand j'étais jeune, je me rappelle que les recettes qui étaient mises en avant étaient toujours des recettes dans lesquelles il y avait un ingrédient viande ou poisson dedans. Malheureusement pour nous, en particulier la viande rouge, ce sont des denrées alimentaires extrêmement carbonées. Donc la première question, c'est est-ce qu'on peut imaginer faire rêver les gastronomes que nous sommes tous dans ce pays avec des recettes dans lesquelles il y ait assez peu de viande et assez peu de poisson? Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je ne sais pas de combien de temps je dispose, mais bon, j'essaierai de le plus bref possible. On a 10 minutes chacun pour la première partie avant de passer la parole à la salle. Pardon. Pas la peine de se perdre en bavardage. C'est compliqué pour moi, vous pouvez le penser, en tant que chef cuisinier, vivant dans une région massif centrale où l'élevage est omniprésent et où nous avons fait, toujours nous le faisons, et bien sûr, la promotion des belles viandes, évidemment. Maintenant, pour répondre à votre question, c'est oui, évidemment qu'on peut promouvoir une cuisine où la viande serait peu absente, voire absente. Parce que ça fait partie aussi de nos gènes, ça fait partie de nos habitudes. Quand vous regardez le contenu de formation d'un cuisinier qui démarre le métier, dans les plats, vous voyez toujours apparaître les légumes, les légumineuses et céréales sous forme de garniture. Il y a la viande qui vient toujours en avant. Et moi, j'ose espérer justement que dans les contenus de formation, on puisse trouver de plus en plus justement des plats
à base végétale qui soient des plats à part entière. Je pense d'abord, il y a une tendance, et puis il y a une nécessité aussi de le faire. Alors l'ouverture, elle est complète parce que c'est un domaine que nous, cuisiniers, nous n'avons malheureusement pas assez travaillé, pour X raisons. Et j'ai le plaisir en ce moment de travailler sur un livre qui est, après quelques-uns, sur les céréales et légumineuses. Et j'avoue que je découvre un monde qui est hyper intéressant, d'une part très varié, qui en même temps nous amène un peu à voyager à travers le monde parce que ça fait partie aussi de nos gènes. Maintenant, je ne tiendrai pas le discours de dire bon, maintenant la viande on oublie, le poisson on oublie. Je pense d'abord c'est dommage parce que c'est trop bon, puis c'est important aussi parce que savoir que la viande c'est quand même tous les acides aminés, même si on peut le retrouver dans le monde végétal, c'est important. Et j'aime pas les changements qui peuvent être aussi brutaux parce que évidemment peut-être que la viande, il faut savoir que la viande, nous, dans nos métiers, elle arrive presque au même tarif que les légumes. Alors ça devient incroyable parce que quand on sait le travail qu'il y a derrière, je pense que personnellement, on invite les gens la clientèle à déguster peut-être un petit peu moins de produits carnés, mais des produits carnés de qualité. Vous voulez dire qu'au kilo, ça arrive chez vous au même prix que les légumes, la viande ? Pratiquement, vous savez que ça dépend des légumes, bien entendu, hein, mais quand on regarde tout le travail qu'il y a derrière, c'est pratiquement, on arrive presque au même prix. Et ça, c'est dommage. Bon, voilà, je crois que l'ouverture, elle est là. Maintenant, se passer de viande, ça me paraît difficile. Mais en même temps, permettez-moi une anecdote. Dans un pays où la viande était absente pendant très longtemps, je parle du Japon notamment, où au IXe siècle, le bouddhisme arrive et interdiction de manger des produits d'élevage, produits sauvages, voire le poisson en était exclu, bien entendu. Et pendant longtemps, donc, voilà une peuplade qui n'a plus de viande, n'a plus ce goût spécifique que peut être la viande, grillée, etc. Et c'est là qu'on parle souvent en ce moment de goût umami. Les moines se mettent à travailler et arrivent avec les algues, avec le shiitake, ce goût que les gens recherchent, parce qu'à un moment, ben voilà, il y a une certaine appétence aux produits carnés. Mais pour finir mon propos, on arrive vers je dirais une formation d'une part et une prise de conscience de la clientèle sur le bien manger. Le bien manger, c'est quoi ? C'est avant tout, je pense, c'est de s'intéresser à la nutrition. Et on le revoit dans certaines recettes. C'est vrai que le mélange céréales légumineuses, on dit 3/4, 1/4, bon après c'est des mélanges, mais fait qu'on a tous les acides aminés et ça c'est important. Et on le retrouve aussi dans des recettes, ne serait-ce françaises, mais même le couscous fait partie de ces produits où on a à la fois le pois chiche et la semoule, on a aussi en Amérique du Sud. Et je dirais les peuplades, depuis bien longtemps, on savait ce qu'il fallait prendre, déguster comme ingrédient pour avoir une nourriture équilibrée. Donc ça s'éduque, le goût. Pardon ? Ça s'éduque. Je veux dire, on peut faire prendre des habitudes différentes aux ex-carnivores que nous sommes. Ah ben tout à fait, moi j'en suis convaincu, et c'est peut-être pas plus mal non plus sur certains produits. Alors vous êtes, entre autres initiatives, vous êtes impliqué, vous présidez le comité d'orientation stratégique de la Cité internationale de la gastronomie de Lyon. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur cette initiative et nous dire si, quelque part, il y a un lien avec notre affaire, c'est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre, le climat, etc. Mais même sans rechercher qu'il y a un lien, je crois, dans tous les domaines, il n'y a pas que la nourriture, bien entendu, c'est important, mais dans tous les domaines, il doit y avoir un rapport avec tout ce qui concerne le développement durable. Alors pour parler des cités de la gastronomie, il faut d'abord savoir pourquoi les cités de la gastronomie. Le repas français inscrit au patrimoine immatériel de l'humanité. Derrière, très bien, le fait que le repas français soit mis à l'honneur. Il y a un cahier des charges et l'idée de construire, de mettre en place plutôt une cité de la gastronomie. Derrière, la politique s'en mêle. Bon, c'est pas grave, hein, après tout, c'est comme ça. Et on ressort avec 4 cités de la gastronomie, une à Dijon, une à Lyon, une à Paris, à Rungis et une à Tours. Alors, quelle est la vocation des cités de la gastronomie ? Elles ont tous un thème bien différent. Elles vivent en réseau. Et pour celles qui nous concernent, Lyon notamment, j'ai présenté le projet de façon à ce qu'il soit associé au plaisir santé-nutrition. Parce que je trouve que tout ça, ça doit être lié. Alors, un grand gourmand comme moi, vivant dans
je dirais, dans la gastronomie tous les jours. Et je suis convaincu qu'une bonne nourriture passe par un certain plaisir. Le fait de manger avec une certaine restreinte, de manger dans une certaine tristesse, ça n'a jamais amené du bon. Et surtout, quand on regarde au niveau du paysage français. Alors, pour ce qui est de votre question par rapport au développement durable, complètement associé. En fait, on est en train d'imaginer quelque chose qui n'a jamais existé au niveau, je dirais, de la rencontre. Parce le problème dans la nutrition, c'est qu'en fait, on se voit peu ou on ne se parle pas. Pas parce qu'on s'ignore, pas parce qu'on... Mais chacun est un peu dans son domaine. Le monde agricole, le monde de l'élevage, nous-mêmes dans la transformation, les chercheurs, les médecins, vous voyez, c'est tous des mondes qui se parlent plus ou moins. Et l'objectif de cette cité de la gastronomie, justement, c'est non seulement la cité, voilà, il y a un côté musée qui va être sous forme de parcours du goût, qui va permettre à tout un public de comprendre un petit peu plus, d'une façon très simple, ce qu'est qu'une bonne nutrition. Il n'est pas question de rendre très complexe ce qu'est une bonne nutrition, ça c'est une chose, mais ce qui nous importe avant tout, nous allons mettre en place, on l'appelle pôle de compétences, c'est arriver dans ce lieu à rassembler à la fois des experts du monde agricole, des experts, des producteurs, qu'ils soient experts ou pas, mais aussi tous les métiers de bouche, pas que la cuisine, les pâtissiers, les boulangers, les bouchers, et les amener à se rencontrer avec des scientifiques, des chercheurs, des philosophes, de façon à, c'est peut-être un peu ambitieux ce que je vous dis là, d'imaginer un petit peu ce que va être la nourriture de demain, tout en disséquant un petit peu ce que l'on mange actuellement. Et ça, c'est une réflexion qui va amener justement à être chaque jour un petit peu sur le tapis, mais d'une façon très pragmatique et surtout très collaborative. Et on le voit, nous, dans notre métier, le fait de rencontrer un producteur, déjà, on ne cuisine pas de la même façon. Parce que déjà, il y a un certain respect pour ce que fait l'agriculteur. On se dit, oh, il y a un travail en amont, même si on s'en doute, mais l'approcher de près, discuter, confronter un peu nos problèmes, c'est ce qui nous permet d'avancer. Et être en rapport avec les chercheurs, avec les médecins, les nutritionnistes, ça nous aide beaucoup. Et là, on entre dans un domaine qui est important. Vous parlez de développement durable, parce qu'à un moment, à un autre, la nutrition, pour moi, avant tout, c'est le respect. C'est le respect de celui qui produit, mais en même temps, c'est le respect de la nature. Et ça, c'est tout le monde éducatif qui doit être aligné là-dessus, quoi. Alors, éducatif, vous avez prononcé le mot. J'ai dit une bêtise tout à l'heure. Donc, c'est le ministre de l'Éducation nationale qui vous a chargé, avec la députée Céline Calvez, d'une mission sur les lycées professionnels. Là, pareil, alors dans les 2 minutes qui nous restent, est-ce que vous... Voilà. On a aussi une contrainte de temps. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui est au centre de votre réflexion et à nouveau s'il y a un lien évident avec le sujet qu'on essaie de traiter cet après-midi? Forcément, il y a un lien évident. Je pense qu'on ne peut pas se contenter de voir... La mission, déjà, porte sur quoi? La mission, elle est très précise. Je donne qu'un seul chiffre, c'est 14% de la jeunesse qui, sans emploi, sans travail et sans diplôme. C'est plus que catastrophique. On parle du réchauffement, mais là aussi, c'est un autre réchauffement, je veux dire. Parce que tous ces jeunes sans travail, c'est une bombe à retardement, hein. Sans parler de ça, c'est un besoin de les amener... J'aime pas le terme marché du travail, ça fait un peu, mais les amener à avoir un certain avenir par rapport à un travail qui pourrait leur être proposé. Et c'est un petit peu la charge, une des charges qu'on m'a confiée. Pas tout seul, rassurez-vous. Puis je tiens pas, j'ai pas l'ambition de. Voilà, il y a déjà beaucoup de travail qui s'est fait depuis 30 ans. Je suis pas le premier, bien entendu, mais c'est d'arriver à ce que réellement, par les métiers, tous les métiers, on puisse amener ces jeunes à avoir donné du sens à leur vie par le travail. Et c'est déjà dans l'orientation. Et là, on est dans le développement durable. Quand j'ai fait le tour des stands ce matin, je me suis dit, mais waouh, je crois que c'est important aussi de se projeter vers l'avenir, de voir notre terre. Bien entendu, nous sommes tous un peu pour ça. Et au quotidien, dans notre maison, dans notre famille, on essaye de faire au mieux. Mais justement, je pense c'est une possibilité d'embauche, de création d'emplois qui soit tournée vers quelque chose qui donne un sens à sa vie. Et je crois que c'est ça l'essentiel, parce que donner du travail aux jeunes, c'est une chose, mais faut-il encore qu'ils s'accaparent ce métier ou leur futur métier qui donne un certain sens. Et
Dieu sait, dans le développement durable, ça parle à tout le monde parce qu'il y a un côté humaniste qui est à mon avis, très important. D'accord. Merci. On va maintenant passer à François Thierry. Donc on va recommencer avec exactement la même question sur manger de la viande. Là, la question était comment est-ce qu'on fait pour faire rêver les gens avec autre chose que de la viande. Alors admettons qu'on y arrive. Du coup, du côté des éleveurs, il y a un tout petit sujet. C'est qu'ils auraient moins d'animaux à élever. De votre point de vue, est-ce que c'est quelque chose qui est vendable ? Et si oui, avec quel type de contrepartie ? C'est-à-dire quel est le type de discours qui est, du point de vue de cette profession, qui fait un métier plus dur que la majeure partie des gens qui sont assis dans cette salle, c'est quoi le contrat qui peut être passé pour que ce soit acceptable ? Oui. Merci de la question. Pour préciser, je suis éleveur laitier. Ce n'est pas pour autant que je suis un corporatiste de la viande, loin de là. Et je suis en bio depuis maintenant 25 ans. Je crois qu'il faut parler plus près du micro. Parce donc je suis en bio depuis 25 ans. On est en concurrence avec les autres sessions. Là. Donc voilà, on est aujourd'hui sur un système qui est bien établi. En fait, derrière, je fabrique du fromage. Bon. Et au final, on a aussi évidemment des bêtes à viande. Coller le micro sur le menton. Voilà, non, je suis désolé, l'acoustique fait qu'on est en concurrence avec les voisins. Là. Et donc, on produit également de la viande. Alors, en ce moment, on a souvent ce questionnement. La viande, les animaux, notamment les ruminants, sont facteurs d'émissions de gaz à effet de serre au travers du méthane qu'ils éructent. Voilà. C'est pas à nier. Ça représente, je crois, 9% des émissions, quelque chose comme ça. Donc, c'est absolument important. Pour autant, il faut réfléchir à si on n'a pas d'animaux, qu'est-ce que l'on a à la même place ? Voilà. L'agriculture est quand même le principal réceptacle de la seule énergie que l'on ait, qui est le soleil, à part évidemment les mers et les forêts. Et que l'on mette des animaux ou pas sur nos montagnes, dans les prés, l'herbe pousse. L'herbe pousse crée des chaînes carbonées et qu'est-ce qu'elles deviennent ? Les animaux transforment ces chaînes, sont d'ailleurs la seule solution que l'on ait pour manger de l'herbe. L'homme essayait toujours, mais l'homme ne peut pas manger de l'herbe. À part on peut, mais c'est pas terrible, quoi. Peut-être que c'est terrible, je ne sais pas, mais voilà, pour l'instant, on n'en est pas capable. On n'est pas capable de la digérer. Donc, il nous faut des animaux. On passe par là pour digérer l'herbe et pour valoriser une partie de la surface en alimentation humaine. Si on supprime toute cette valorisation-là, qui ne peut pas être faite par ailleurs. Je ne parle pas des troupeaux en plaine qui mangent du maïs et du soja importé du Brésil. Ça, on est sur un autre système. C'est un peu ça ma question. Est-ce qu'on peut différencier les deux, finalement dessus, oui. Parce que là, justement, en posant la question des fois de façon trop abrupte, on balance le bébé et l'eau du bain, et c'est pas ce qu'il faut faire. Il est clair que le système agricole actuel, globalement, il est à bout. On le voit en termes de pollution, en termes de ressources, que ce soit les ressources de phosphate, d'énergie, en termes de société. Aujourd'hui, les paysans français sont dans les gens les moins payés. Les paysans... Les éleveurs en particulier. Les éleveurs en particulier, dans le Champagne, ils sont un peu plus favorisés. Les éleveurs en particulier. Et dans les pays en voie de développement, pour aller rapidement, c'est encore pire. La classe paysanne est vraiment la moins bien considérée, quoi. Donc on est vraiment sur un modèle qui a échoué à tous les niveaux, y compris en termes de qualité alimentaire. Et je ne pense pas que Régis Marcon aille se servir dans les élevages industriels nourris à base de soja pour faire des bons steaks. C'est pas comme ça. Il nous a parlé de ces bœufs Kobe au Japon. On est là tout à fait sur l'opposé. Mais voilà, ça veut bien dire ça. On est donc vraiment là sur un système qui est à bout de souffle. La question climatique n'a jamais été posée jusqu'aujourd'hui. C'est aujourd'hui, enfin depuis quelques années, qu'on aborde la question climatique. Et finalement, c'est une chance.
c'est une chance pour renouveler l'agriculture, parce qu'au travers de cette question-là, qui est très prégnante et mondiale, on va être obligé de prendre des vraies solutions. Et ça va nous amener à rénover notre système agricole. Alors, vous l'avez dit, j'ai été président de la FNAB et de l'Agence Bio. On a travaillé et on travaille depuis 25-30 ans à faire émerger l'agriculture biologique. Non pas en tant que produit de lobbyiste du produit bio, mais bien pour ses impacts positifs en termes, jusqu'alors on voyait en termes de qualité de l'eau, de pollution atmosphérique aux pesticides, de qualité des produits, et aujourd'hui sur la question climatique. Et on y travaille là actuellement. L'INRA a sorti des éléments, l'ADEME également. Nous aussi, on a sorti un recueil des bonnes pratiques en agriculture bio pour favoriser la question climatique. Ça peut être stockage du carbone, en mettant justement plutôt plus de prairies, en cultivant des cultures associées, réduction des gaz à effet de serre, un peu moindre mécanisation, c'est pas là le principal du tout, mais beaucoup moins, enfin pas d'utilisation d'engrais chimiques azotés, qui eux, le protoxyde d'azote est l'élément quasiment le plus néfaste en agriculture vis-à-vis du climat. Et c'est sur lequel on a le plus facile à agir. Nous, on n'utilise pas du tout d'engrais azotés volatiles. Et ces engrais-là, dans l'agriculture classique, a été multiplié par 9 en 10 ans. C'est colossal. Ça, on peut l'arrêter assez rapidement. Et donc, il y a également les questions de stockage des aliments, des questions aussi de vente de proximité. Alors là aussi, on aurait peut-être un peu tendance à dire agriculture de proximité égale moindre effet de serre. Ben, en fait, l'ADEME a sorti, je crois, il y a à peine un mois, un document qui dit attention, le principal élément en termes de gaz à effet de serre, c'est le modèle de production et non pas la proximité. C'est-à-dire que des salades produites en Allemagne sous serre chauffée émettent en équivalent COD 2 fois plus que des salades de plein champ en Espagne. Alors, après, on peut toujours se poser la question dans le modèle. Est-ce qu'il vaut mieux aller chercher des salades de plein champ et de saison, parce que la question de la saison est absolument capitale en Espagne, ou dire, ben voilà, il nous faut des salades tout le temps, on va les cultiver sous serre chauffée aujourd'hui. Je voudrais quand même revenir à ma question qui ne concernait pas les salades, mais la quantité de vaches. Donc je vais la poser d'une manière différente. Si tout calcul fait, je dis bien tout calcul fait, il s'avère qu'on n'arrivera jamais à limiter les émissions de gaz à effet de serre sans passer en France de 30 à 15 millions de têtes de bétail. La question, c'est est-ce que vous voyez une manière de présenter ça au monde de l'élevage pour qu'ils disent banco, j'achète à telle et telle condition? Oui, et en fait, nous, on est déjà dans ce programme. On n'est pas sur la production en feedlot. Vous dites, nous, c'est... Agriculture biologique. D'accord. Globalement. On n'est pas sur cette production, on est sur des productions uniquement herbagères et les viandes blanches, qu'on appelle les viandes blanches, qui sont nourries avec le grain, donc qui sont nourries avec des éléments qui peuvent être mangés par les consommateurs, sont finalement les aliments qui sont le plus impactants en termes de climat et en termes de sécurité alimentaire aussi, de pouvoir nourrir la population. Et donc on a des scénarios. Il y a le scénario AFTER, qui date déjà de 2-3 ans, qui a été mis au point par Solagro et qui dit en 2050, avec 50% de l'agriculture en bio et 50% en, on va dire, raisonné, on arrive largement à nourrir la population qui augmente en France. Et on a une étude qui vient de sortir les jours-ci, de chercheurs européens financés par la FAO, qui dit en 2050, on peut nourrir l'ensemble des 9 milliards d'habitants sur la planète à base d'agriculture biologique. Si, évidemment, on réduit de moitié la consommation de viande, notamment ces viandes qui font concurrence à l'alimentation humaine. Et c'est la condition, bien entendu, pour y arriver. En 30 secondes, si vous acceptez de répondre à la question, je la repose. Moi, je suis éleveur. Imaginons que je sois éleveur conventionnel. D'accord. Aujourd'hui, j'ai 300 vaches et la collectivité me dit il faudrait que vous passiez à 150. Question, c'est quoi les termes que je suis prêt à entendre
pour passer de 300 à 150. Moi, vu de ma fenêtre, j'ai un truc très bête que je vais répondre. Je vais dire très bien, si vous voulez, mais à ce moment, je double les prix en sortie de ferme. Donc, mettez-moi un système de prix garanti. Achetez-moi ma production 2 fois plus cher au kilo et je signe. Ben, est-ce que c'est par exemple ce genre de choses qu'il faut mettre en place? Non, ce n'est pas ce genre de choses. Un système intensif qui soit à 300 vaches, à 150 vaches, ça ne change rien. Il va réduire de moitié, mais il reste sur un système très peu performant en matière d'utilisation des ressources naturelles. Donc, il faut changer le système. On peut avoir 300 vaches. On a des élevages de bovins en Argentine qui ont des milliers de vaches sur des centaines de milliers d'hectares. On est totalement on n'a rien à voir, quoi. Et là, quand on est dans les Vosges, par exemple, où on a à peine une vache à l'hectare, ça n'a rien à voir avec des régions qui arrivent à 2, 3, 4 vaches à l'hectare en système intensif. Donc c'est le modèle qu'il faut changer. Ce n'est pas réduire le nombre sur les exploitations, c'est le modèle. Et ça va poser un problème économiquement, si la question était là-dessus. Oui, c'est très exactement celle-là, oui. Il faut savoir que les éleveurs laitiers, notamment ceux qui sont sur ces systèmes dits intensifs, aujourd'hui ne gagnent rien. Ils perdent de l'argent. Un éleveur laitier qui a 300 vaches, grosso modo, il touche entre 100 et 150 000 euros d'aide PAC. Il gagne au maximum la moitié d'un SMIC. C'est quand même un gâchis d'argent phénoménal. Il ne faut pas dire. On donne de l'argent à quelqu'un pour qu'il ne gagne rien et qu'il soit dévalorisé en termes de métier. Les gens le prennent très mal parce qu'évidemment, ils se trouvent agressés. L'élevage laitier notamment, mais l'élevage bovin, c'est un peu une industrie lourde qu'on ne change pas comme ça. Et donc, il faut, là, aujourd'hui, réorienter. Alors, c'est une réorientation des aides, chose qu'on demande, qui nous est refusée aujourd'hui. On va même à l'inverse. Voilà, on dit non, il faut aider les agriculteurs qui souffrent le plus. Ben, peut-être, mais seulement les aidants, on continue à les enfermer dans un système qui n'a aucun avenir. Très bien. Donc, je crois avoir compris qui est le deal, c'est on leur demande de faire autrement, moyennant quoi on les aide correctement pour qu'ils fassent autrement. Tout à fait. Ouais. Bon, maintenant, on va passer à l'élevage de grillons. Donc on a bien compris qu'on allait devoir manger un peu moins de vaches et un peu plus d'autres choses. Donc avec vous, Julia, on va voir si on va arriver à manger des grillons. J'en ai mangé moi une fois. Alors en fait, j'ai pas trouvé du tout que c'était un exploit, mais j'ai trouvé que ça avait assez insipide en fait. Heureusement qu'il y avait un assaisonnement là, et je sais pas quoi, du curry, du machin, parce que sinon je me serais pas régalé. Mais donc j'ai compris que vous alliez relever le défi et que vous entendiez commercialiser entre autres choses, parce que des barres de fruits secs avec de la farine de grillon. Donc question, pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Alors pourquoi? Donc effectivement, on fait des encas à base de protéines alternatives d'exception, donc d'un point de vue écologique et d'un point de vue de santé. On s'est porté d'abord sur les insectes. Donc on a choisi le grillon et le ver de farine qui sont élevés en Europe. Et on s'est également tourné vers le chanvre, donc une gamme végétale. Et après, on aura d'autres surprises, par exemple des microalgues. Donc pourquoi on s'est dirigé sur cette activité? Donc initialement, j'étais avec ma cousine et on voulait changer le monde. On voulait entreprendre, on voulait changer le monde. Et on est tombé sur cette idée des insectes. On n'était pas particulièrement expertes et on n'était pas des ayatollahs, on n'était pas vraiment des expertes, mais on a trouvé ça super intéressant. Et à côté de ça, on a constaté qu'il y avait beaucoup de gens qui en mangeaient dans le monde. Et c'est apparu, ça nous a séduit cette idée. Et donc naturellement, on s'est dirigé vers ce projet. Donc notre approche est partie du constat que les gens aujourd'hui ont une sensibilité de plus en plus importante, grandissante, à avoir une autre approche de la consommation. Donc la consommation effectivement des aliments, mais aussi la consommation de manière générale, la consommation des vêtements, du temps, en fait notre approche quelque part de la vie qui est plus harmonieuse et où le plaisir, le bien-être, va de pair avec le respect de la santé, le respect de l'écologie, le respect de notre environnement, le respect des autres, le respect des autres êtres vivants aussi, donc les animaux, et le respect des personnes aussi qui travaillent derrière. Donc une consommation un peu à 360 degrés qui est dans le plaisir et en même temps harmonieuse avec toute l'histoire de ce qu'on consomme et tout l'impact que ça peut avoir. Et cette sensibilité, cet appel, ce besoin qui est grandissant, sera aujourd'hui, je pense, de plus en plus grandissant à mesure où on aura de plus en plus d'informations et où on aura aussi le choix. C'est-à-dire que si on va dans un magasin et que
tout ce que vous pouvez acheter, c'est sain, écologique et bon. Celui qui arrive avec une proposition qui n'est pas écologique, il va sortir tout de suite. Donc, à mesure où il y aura cette mise en avant de ces valeurs, les gens auront cette option de choisir ça, et donc cette option deviendra de facultative, voire intéressante, à nécessaire. D'accord. Alors ça c'est demain, mais est-ce que dès aujourd'hui, on arrive à vivre en vendant des barres de céréales ? Dès aujourd'hui, ça a un intérêt majeur parce qu'on répond à un réel besoin aujourd'hui. D'accord. Mais donc, on a donc constaté ce besoin, mais qui se confronte donc à un manque de connaissances donc, sur le sujet. Donc ce besoin donc, d'avoir une consommation plus harmonieuse passe notamment par l'envie de manger moins de viande, donc pour des raisons écologiques, de santé, etc. Enfin, pour toutes ces raisons-là, et de manger de la viande de qualité. La viande de qualité, c'est rare qu'on pense au grillon, quoi. Donc, j'en reviens. La cible que vous avez visée, enfin, qu'est-ce qui vous a fait penser que les gens allaient avoir envie de manger des grillons ? Tout simplement parce que ça répond à leur besoin de diversifier leur alimentation, de s'intéresser à ce qu'il y a d'autre, et surtout à avoir une alimentation qui répond aux enjeux de santé, d'écologie et qui peuvent être bons. Et donc ici, donc, on s'est face à ces besoins, les gens en fait, on s'est heurté à un frein, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'il y a d'autre. Ils ne savent pas quoi manger s'il n'y a pas de viande. Et quand bien même ils sauraient, ils ne savent pas forcément le cuisiner. Et quand bien même ils sauraient le cuisiner, ils n'ont pas forcément le réflexe de le faire. Donc nous ici, on s'est attaqué, notre approche, c'est vraiment d'attaquer déjà à la connaissance. On s'est dit, si les gens ne savent pas que ça existe, ils ne vont pas le faire. Ça va rien. Déjà, on va commencer par ça. Donc, c'est déjà démocratiser, faire connaître ce qu'il y a d'autre. Et notre approche, ça a été de passer par une solution, par les encas. Mais pas n'importe lesquels. Donc, d'abord, pourquoi les encas ? Parce que c'est facile. C'est peu engageant. On passe à l'action rapidement. Si on n'aime pas, on n'a pas gâché le dîner. On a gâché 2,50 € et le goûter. Ensuite, on a fait quelque chose de bon. C'est très important. Les gens ne vont pas se forcer pour X raisons à manger un truc pas bon. Ensuite, on a fait un truc sain. Donc, il est bio, il est sans sucre ajouté, il est sans gluten. Un truc écologique avec les protéines alternatives. Et également dans cette idée du respect animal avec ces protéines alternatives. Et quelque chose aussi excitant qui touche à l'émotion. Parce que quand les gens ils mangent des insectes, eh ben, ils sont fiers d'eux. Ou au moins excités. Ça fait quelque chose, ça réveille. Vous confirmez que les gens sont fiers quand ils ont mangé des insectes ? Je ne sais pas s'ils sont fiers, mais c'est toujours une expérience. Moi, ma première expérience... Cru ou cuit ? Cuit de préférence. Cuit. Oui. Ma première expérience, c'est en Amérique du Sud, dans un concours de cuisine, des fourmis à déguster. Il faut savoir que des peuplades, depuis longtemps, mangent c'est une source de protéines indéniable. En tout cas, ça interpelle. On est d'accord. Et donc, nos encas sont en réalité le cheval de Troie des protéines alternatives. D'accord. Donc ça, c'est clair. Le plan marketing est clair. J'en reviens à la question de cette table ronde. Est-ce qu'il y avait un lien plus exactement dans votre esprit quand vous avez lancé ce produit avec la question du changement climatique, où vous vous êtes dit c'est pas ça l'entrée qu'on va prendre, ni on va regarder du reste, ni c'est ça l'entrée qu'on va prendre ? Alors, l'écologie, mais pas que l'écologie. Vraiment, c'est d'avoir une harmonie avec l'écologie, le bien-être, la santé, le plaisir. On veut rien, on ne veut renoncer à rien. Donc notamment l'écologie, c'est au cœur du projet. Et on a choisi pour ça des protéines alternatives qui sont écologiques. Donc l'insecte, c'est vrai que souvent on dit que c'est la protéine d'avenir, mais pourquoi ? Parce que c'est écologique notamment. Et pour deux raisons principales. D'abord parce que c'est très économe en ressources. Avec peu d'eau, peu de nourriture et peu d'espace, vous faites beaucoup de grillons. Donc pour un titre d'exemple, le grillon, pour 1 kg de grillon, c'est à peu près 10 fois moins de nourriture dont on a besoin. Et c'est vrai que l'espace, je ne m'en rendais pas compte, mais c'est un vrai enjeu. Aujourd'hui, ce qui est l'espace utilisé pour faire pousser des choses ou faire... l'espace disponible, c'est un vrai enjeu aujourd'hui. Et les insectes peuvent être élevés à la verticale. Et les insectes aiment beaucoup la proximité aussi. Donc c'est quand même important.
Après, la deuxième axe pour lequel les insectes sont écologiques, c'est que tout simplement, ils dégagent très peu de gaz à effet de serre. Ils dégagent quasiment aucun gaz à effet de serre, ni méthane, ni CO2. Donc ils sont à la fois économes et ils dégagent rien. Après le chanvre, donc, juste pour le volet un peu nutrition, on parle souvent de l'insecte comme étant une protéine d'avenir, mais c'est aussi une excellente source en fer et en oméga 3 et en vitamine B12. Et on en parle aussi par rapport à l'accroissement de la population. En 2050, on sera 9 milliards. Et du coup, l'insecte, ça a du sens en ce sens-là. Et surtout, l'insecte, on parle souvent de notre innovation. Est-ce que notre innovation, voilà. Mais en réalité, ce n'est pas vraiment une innovation. C'est une innovation très relative. On en mange partout dans le monde, sauf en Occident. Et encore, en réalité, en Occident, on en mangeait avant, et notamment en France. Et je ne sais pas si vous le saviez, M. Marcon, mais apparemment, la galette de Charançon faisait partie du patrimoine gastronomique de la France. Et la cigale aussi, les petites cigales frites. Donc ça s'est perdu. Mais on en mangeait en France. Et le chanvre aussi donc, est particulièrement écologique. Donc d'abord parce que ça a un feuillage. Donc le chanvre, juste pour ceux qui ne savent pas, c'est du cannabis, mais sans THC. Et c'est très très bon pour la santé, d'abord parce qu'il y a tous les acides aminés essentiels dedans, ce qui est rare dans les végétaux. Et c'est aussi très connu pour l'oméga 3. Et c'est écologique d'abord parce que ça a un feuillage immense, ça peut mesurer jusqu'à 5 mètres de haut. Et donc ça protège les sols du lessivage du fait des pluies. Et ensuite, c'est une plante qui pousse très très bien en France. D'ailleurs, la France est le plus grand producteur de chanvre en Europe. Mais c'est souvent du chanvre qui est utilisé pour l'industrie. Et le chanvre est aussi très robuste. Il n'a pas besoin de pesticides ni d'OGM pour pousser. Et il a besoin de peu d'eau. Donc le chanvre est une plante particulièrement écologique. Donc l'avenir est au ragoût de grillon accompagné avec du chanvre. Oui. Je pense que mon voisin de droite va mettre un point d'honneur à nous inventer des recettes là-dessus. Eh bien, écoutez, merci. On va continuer à ma droite avec Jérôme Selle. Donc on est toujours dans le bio, on est toujours dans l'alimentation, on va dire, qui a un cahier des charges environnemental. Mais vous, un de vos points d'intérêt, ça a été la question de la logistique dans cet univers-là. Donc tout à l'heure, on nous a expliqué que en fait, la logistique, ce n'était pas un sujet parce que ce qui comptait, c'était le mode de production et que derrière, la question de la longueur des chaînes n'était pas... Bon, je comprends que vous avez un point de vue qui n'est pas exactement celui-là. Et donc, vous qui avez été un transformateur, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur l'organisation d'ensemble dans laquelle il vous paraît pertinent de s'inscrire pour faire les choses de manière intelligente ? Alors, en tant que transformateur de céréales biologiques, en Haute-Loire, même pays que Régis, qui est au fin fond du Massif central, nous, on a particulièrement un handicap logistique pour deux raisons. La première, c'est notre localisation géographique qui nous situe à l'écart des grands axes de communication. Et le deuxième handicap, c'est lié à notre secteur d'activité qui, jusqu'à présent, reste un secteur entre guillemets de niche, mais qui aujourd'hui se retrouve à un moment extrêmement charnière de son évolution, puisqu'aujourd'hui, on entend parler beaucoup de bio. La demande est là, elle est très forte, elle est de plus en plus importante. Et donc le nouveau défi face auquel on se trouve, en tant que petite PME, c'est le défi des volumes. Jusqu'à présent, le défi avait été celui de faire la démonstration que le bio pouvait être viable d'un point de vue agronomique, économique et social, et d'un point de vue nutritionnel. Cette démonstration, me semble-t-il, aujourd'hui est faite et bien faite. Mais maintenant, le nouveau défi, c'est de pouvoir rendre le bio disponible à grande échelle, et sans dégrader la qualité de nos produits, puisque au départ, ce qui a motivé notamment beaucoup d'acteurs du bio, au-delà de la question de l'écologie, c'était aussi la question de la qualité du produit. Voilà. Alors cet enjeu, personnellement, me terrifie, parce que mes parents ont créé cette entreprise en 1979, à une époque où le bio paraissait une démarche totalement marginale, et certainement sans avenir. Je travaille dans cette entreprise depuis 17 ans. Et ce changement d'échelle vers les volumes, moi, me fait peur par rapport à ce maintien de la qualité et des valeurs que nous portons
avec nos amis les agriculteurs, avec les consommateurs également, valeurs totalement centrées sur la qualité, l'aspect social et environnemental. Mais je crois que ce défi est possible, qu'il est possible de le relever. Pour relever ce défi, je pense qu'on a besoin de s'inspirer de ce que d'autres filières ont su réaliser pour dépasser leur taille de départ. Je suis impressionné aussi comme Régis par ce salon parce que quand mes parents ont démarré dans le bio en 79, il y avait des salons qui ressemblaient plus à des foires de consommateurs très babacool où on ne voyait pas du tout la présence du monde industriel et un univers d'ingénieurs. Ça vous rassure de voir des cravates? Eh bien voilà, j'ai mis ma cravate parce que nous à la campagne, quand on monte à la ville, on met la cravate. Voilà. On est encore un peu comme ça en Haute-Loire. Mais Régis, toi tu montes plus souvent que moi maintenant. Et donc oui, moi je trouve absolument nécessaire pour relever ce défi. Dans les mêmes revues où on nous dit de manger bio, maintenant on nous dit que d'avoir une cravate c'est pas bon pour la circulation du sang, donc il faut enlever la cravate. Ah, bon, alors, je vais vous m'inquiéter là. Alors oui, je pense qu'il faut. Y a ce monde très militant qui souvent vient des consommateurs. Moi, je voudrais qu'on réussisse à réconcilier une vision de l'écologie venant du consommateur qui souvent se heurte à une vision industrielle qui vient plutôt du monde auquel j'appartiens, ma famille. J'ai commencé ma carrière dans le groupe Michelin, pas pour faire des pneus, mais plutôt dans les services du tourisme. Mais ça m'a permis de côtoyer de près l'univers de la fabrication du pneumatique. Et j'ai vu, je vois toujours que quand on réunit les convictions écologiques avec la démarche industrielle, la méthodologie de l'ingénieur, on peut mettre en œuvre des choses extraordinaires qui arrivent à concilier les aspirations écologiques et les impératifs de viabilité économique et de volume. Et aujourd'hui, moi, voilà, c'est vers ce défi que je me projette dans notre entreprise qui a rejoint un groupe important pour nous aider à mettre en œuvre ce défi. Et je pense que voilà, on a toutes les chances d'y arriver. Est-ce qu'il n'y a quand même pas un antagonisme quelque part entre l'augmentation de la taille, ce qui va avec une augmentation des chaînes en général? Enfin, je veux dire, une grande entreprise mondialisée, elle a une supply chain qui est mondiale elle aussi, une logistique extrêmement lourde, des tas de produits qui font des milliers de kilomètres, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'antagonisme entre je veux devenir gros, parce que c'est ça la condition où j'existe auprès de tous les consommateurs français, et je respecte l'environnement, c'est-à-dire globalement, j'essaye plutôt de raccourcir les flux, de ne pas devenir un grand acteur mondialisé? Alors, oui. Est-ce que ce n'est pas la pratique et la manière de faire qui doivent diffuser plutôt que l'action elle-même, quelque part? Là, vous posez une bonne question, je trouve. Merci. Alors, je dirais que... Vous pouvez le répéter si vous voulez, ça fait du bien aux oreilles. Hein. Je dirais que tout réside dans le pourquoi on veut devenir gros. Voilà. Si l'objectif en prenant le défi des volumes, c'est de prendre un défi avant tout financier, financier, c'est pas le terme approprié, plutôt d'opportunisme exclusivement orienté vers l'aspect lucratif. Voilà. Je dirais même pas le profit en soi, je pense que c'est pas une mauvaise chose, mais d'être obnubilé par uniquement l'aspect lucratif au niveau des volumes. Ça, c'est d'ailleurs un petit peu le travers de notre société, celle de laquelle on sort, là, qui nous a emmenés un peu dans ces excès-là, d'une certaine façon. Et je pense qu'il faut rompre avec ce type d'objectif, sans négliger la rentabilité, puisqu'il n'y a rien de possible sans rentabilité. Vous aussi, vous voulez changer l'article, je crois que c'est le 1832 du Code civil, qui définit la société, qui dit qu'elle est juste là pour gagner de l'argent. Ah ben, je ne connais pas très bien le Code civil. Si, l'article du Code civil qui définit la société dit c'est une mise en commun des moyens pour gagner de l'argent, point. Non, mais je pense que ce n'est pas suffisant. Hein. Ah ça, on est d'accord. Mais voilà. Donc, et donc, on devrait pouvoir faire du volume tout en préservant la qualité du produit et alors également, si possible, tout en créant la possibilité de ramener tout le monde dans l'emploi aussi. Voilà. Et là, je pense que, je vois pas d'autre solution que l'innovation industrielle, agricole, mais aussi peut-être sur l'aspect politique, les leviers fiscaux. Voilà.
Mais là, c'est un domaine après qui... Le cahier des doléances va passer à gauche, là, dans pas longtemps. Et puis, je voulais vous... Mais vous pour parler répondre à de ma ce- question, donc l'antagonisme entre l'allongement des chaînes logistiques lié au fait que vous augmentiez la taille et l'esprit même dans lequel vous avez créé cette société, comment est-ce que vous résolvez cette forme de quadrature du cercle? Vous avez le droit de me dire, vous ne savez pas. Mais... alors, ce qui est compliqué sur ce point précis, c'est de réussir un véritable travail d'équipe. Les producteurs agricoles ont besoin de visibilité puisque tout commence à l'emblavement, c'est-à-dire au moment où on sème la céréale ou la légumineuse dans le champ. Nous, industriels, idéalement, il faut qu'on puisse leur donner cette visibilité 3 ans avant, le temps qu'ils approvisionnent les semences, qu'ils prévoient leur plan d'assolement de leur parcelle. Bon, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est le marché qui dicte la loi de ce qu'il faut produire. Et il nous est souvent difficile d'obtenir de nos clients distributeurs la visibilité que nous, on souhaiterait offrir aux producteurs. Et cette situation existe sur notre filière bio, sur notre secteur. C'est un sujet qui nous fait tous réfléchir, je pense, mais on n'a pas encore, malheureusement, réussi à résoudre cette problématique. Mais comme elle se pose à nous tous, y compris aux distributeurs sévèrement, parce qu'on a souvent des problèmes de pénurie, donc je pense qu'on devrait finir par y arriver, en tout cas je l'espère. We will now shift to you, Neil. So you're in charge of the sustainable development for Sodexo that serves daily a respectable number of meals. Millions? We serve 100 million consumers every day. Okay, big figures. Again, we are going to focus on meat. As you have understood, meat is at the center of the carbon footprint of food. And so the question is pretty basic. How can a company like yours contribute to eating less meat during our daily meals? Thank you, and delighted to be here. As I mentioned, Sodexo is a global company, and the issue of carbon is also a global issue. And we already, in our business today, serve millions and millions of vegetarian meals. I think about India, for example. Having said that, we have a commitment, a global commitment as an organisation to provide healthy lifestyle choices, and that includes healthy diets. And we know in this world today that for the first time ever in human existence, we have more people dying from obesity-related diseases than people dying from starvation. So we have somewhat of a food crisis. So the healthy lifestyle choices to us is a very, very fundamental commitment that we've made as a company. And we tackle this through many different approaches, because it's not just about the provision of healthy menu choices, which we already do at 89% of our restaurants around the world, but we understand that we have a responsibility to educate. We have a responsibility to inform and encourage our consumers to act in a responsible way in terms of what they consume, not only for themselves but also for the planet. So healthy choices, but at the same time delivering a meal with taste, because fundamentally food is about taste, and if we're not providing a tasty choice, you can forget about the other objectives. So healthy choice, tasty, nutritious, and of course sourced responsibly. So that's the trifecta. Do you believe that insects will one day belong to this category? Well, what I say about insects is the food system. You've got to question the food system. We denuded forests in the Amazon to grow soy to feed to fish. What do fish consume in nature? Insects. I don't understand why we're not, in the first instance, thinking smart about agricultural practices to better improve the food system that we have today. So I'm sorry I didn't answer your question, but it's just well, indirectly. So you can serve fish
which is fed with insects. Yeah, absolutely. And chicken and other things. So as an organisation, we've worked hard with the WWF. We have a technical agreement with the World Wildlife Fund since 2010. We're working on more sustainable and healthy meal options. Last year in the UK, I'm not from the UK, by the way, I'm Australian, but last year in the UK we piloted a range of meal options that I think is more about evolution. So it's reducing the quantity of meat in the recipes, not by a significant amount, but when you start to use the multiplier effect that Sodexo has on serving meals, these meals have somewhere between 10 and 15% lower carbon footprint. And it really, they have the taste, they have the necessary information that goes with it for the consumer, and been a great success. So in 2018, we are rolling our Green and Lean program throughout the world, really once again encouraging people to make this evolution rather than a revolution around sustainable meals. And I guess my final point is, on this path of awareness and education, as a company we are the largest employer of dietitians and nutritionalists in the world, some 5,082 to be exact. So once again, we have a responsibility to educate and to use the resource that we have within our business to raise awareness, to encourage people to eat more healthily and eat in a sustainable way. Another important issue regarding food is waste. All food which is wasted is, among other things, emissions that occurred for no benefit. What is your action regarding limiting or even suppressing food waste? It's my passion, the issue of food waste. When we look at the world today, 30% of the food that is grown for human consumption goes to waste. Now, that's not only a business and issue for the globe, but it's a moral scandal when there are more than 800 million people in the world going hungry, and we have this huge amount of food waste. And as you quite rightly point out, it's a huge environmental impact. In fact, if food waste in the world was a country, it would be the third largest emitter of carbon after the US and China. So it's a huge issue, and my experience living in France says that waste is not as large an issue here as it is in other parts of the world, namely across the pond in the US, where almost 40% are almost wasted from the plate. In developed countries, this is the case, that the majority of food is wasted from the consumer plate. In emerging countries, the food is wasted in the value chain through lack of infrastructure, lack of cold chain, etc., etc. So we have a big issue on this topic of food waste, and once again, it's about awareness, education, and encouraging people to think smarter about the way they eat, and what they buy. And from our perspective, it's a business imperative that we manage, of course, our kitchens effectively, that we reduce waste. So we have a program that we're rolling out across the globe called Waste Watch, which is really about educating our chefs, our staff, to take action within the kitchen to reduce waste. And then we have a global program that tries to raise awareness amongst our consumers every year called Wasteless Week. And that engagement is once again about raising awareness, measuring, being able to report, and getting people to understand this huge issue. Could you even consider penalties? For example, if one of your clients throws away too much, then it gets a penalty? In some sites that I visited, we actually charge people on the basis of the weight. And there is some compensation at the end. My interesting example is in India. We introduced some years back a program called Wasteless Day. And it was the one day of the year when at this particular sites in India, we had this waste program. And they loved it so much that it then became Wasteless Month, and now it's Wasteless Year. So when you walk into the restaurant, you see like a gas station fuel price board. It actually shows the amount of waste that was generated
by the consumers yesterday, the cumulative figure for the month, and how much they're wasted per year. And it's a pretty sobering number. So, yeah, lots of action on the topic of waste. Okay. Last question, short answer. Does your company have or will have a 2-degree scenario, namely a kind of business plan which is compatible with the world objective? Yeah, certainly. So back in 2013, we set a carbon target as an organisation, a global target of reduction of 34% by 2025, based on 2011 baseline. And you're on track? And we are, in terms of scope 1 and 2, we are well ahead of track. Yeah. Our challenge as an organisation is that the majority of our carbon is embedded in the products we buy, yeah, of course, and in the client's services that we provide. And you're not shying away from tackling those issues. We've actually incorporated those issues of supporting our clients in their own target reduction challenges, but also dealing with our suppliers to help them and encourage them to reduce the carbon in the products that we buy. So in both cases, we're on track. We're working towards our goal, and I think the way we're progressing will exceed the target. Okay. Thank you. Et nous allons finir avec l'homme qui recueille les doléances de la terre entière, particulièrement dans notre pays de Gaulois. Donc Benoît Paru, je le rappelle, donc maire de Châlons-en-Champagne et surtout initiateur de Planète A, qui est une initiative dans le domaine agricole. Et donc la question c'est qu'est-ce que c'est que Planète A et qu'est-ce que ça a comme objectif, et éventuellement est-ce que ça a un petit lien avec le sujet qu'on est en train de traiter aujourd'hui, c'est-à-dire rendre l'agriculture faiblement émissive. On peut espérer même que ça aura un lien très important. Bon. Quelle est l'idée de Planète A? C'est d'abord un constat sur les grands enjeux auxquels nous sommes confrontés et auxquels nous serons confrontés dans les 30-40 années qui viennent. Nourrir 9 à 10 milliards d'habitants à horizon 2050, premier enjeu. Deuxième enjeu, décarboner l'économie et son moteur, l'énergie. Et troisième enjeu, préserver les ressources naturelles. Ces trois injonctions peuvent sembler contradictoires. Il nous semble que dans les trois cas que j'ai évoqués, l'agriculture est une solution, une réponse possible aux trois éléments que j'ai évoqués: préserver la ressource, décarboner l'économie et son moteur, l'énergie, et puis, troisième élément, nourrir les 10 milliards d'habitants. Et donc la question qu'on se pose, c'est comment on a une approche différente de l'agriculture et comment on arrive à traiter ces grands enjeux, ces grandes questions, en oubliant de temps en temps notre quotidien et les débats du quotidien que nous avons, qui fait que forcément, quand vous mettez autour de la table des ONG d'un côté, des agriculteurs de l'autre, ça se tape dessus obligatoirement. Ça, c'est le constat. Ensuite, comment on veut faire? On veut faire principalement 4 choses. La première, c'est ce qu'on va appeler un Davos de l'agriculture, c'est-à-dire réunir autour de la question agricole, dans un même lieu pendant 3 jours, l'ensemble des 300 décideurs, d'abord français, puis européens, puis mondiaux, qui évidemment ne sont pas 300 décideurs agricoles, mais bien de l'ensemble des questions qui tournent autour de la question agricole. Les ONG d'un côté, les décideurs économiques et administratifs de l'autre, les agriculteurs évidemment, mais aussi l'ensemble des décideurs administratifs. Cette première initiative se tiendra au mois de juin prochain. Il y aura aussi les gens de l'agroalimentaire. Il y a aussi évidemment l'ensemble de la filière agroalimentaire. Donc ça se tiendra au mois de juin prochain à Châlons-en-Champagne. Deuxième élément, créer ce qu'on a appelé un institut des hautes études de l'agriculture, un peu sur le modèle de l'IHEDN, c'est-à-dire réunir 70 auditeurs, 10 week-ends par an, pour travailler sur toute une année sur les mêmes questions que celles qu'on vient d'évoquer à l'instant, et là encore en réunissant 5 cadres dirigeants des ONG environnementales, 5 cadres dirigeants de l'industrie agroalimentaire, 5 cadres dirigeants de la DG Énergie de l'Union européenne, 5 de la grande distribution, et évidemment 5 agriculteurs, là encore, pour créer sur 10 ans un réseau d'experts étant en capacité de se parler sur des sujets de ce type-là. Troisième élément, une dimension plus économique. Et puis quatrième élément, pour aller plus vite, essayer d'avoir pour le grand public l'équivalent de la Cité du Vin, l'équivalent des éléments qu'on nous présentait tout à l'heure en termes de cité, je ne sais plus quel est le terme,
qui était utilisé sur ce qui se passait à Dijon et à Lyon. Cité de la gastronomie. La cité de la gastronomie, c'est-à-dire en gros comment on fait découvrir le cycle du végétal et l'avenir du végétal à l'ensemble du grand public. Et ces 4 éléments, ces 4 briques-là, les placer dans une cité de l'agriculture qui serait un bâtiment architectural de haut niveau pour devenir en tant que tel un icône architectural. Alors là, on va passer à la casquette élu local. Dans les gens qui revendiquent la terre aujourd'hui, enfin ou le sol, il y a 2 catégories qui se font particulièrement entendre. Il y a les gens qui veulent faire construire, parce qu'on considère qu'on n'a pas assez de logements en ce moment, et donc il faut occuper l'espace avec de nouvelles constructions. Et puis, il y a des gens plutôt du côté du monde agricole qui disent qu'il faut laisser ces terres au monde agricole, surtout si on a besoin de baisser les rendements pour avoir des modes productifs qui sont plus respectueux de la nature. Alors, quand on est élu local et qu'on est au milieu de tout ça, dans une ville qui est dans une région agricole, on fait quoi? Alors, en l'occurrence, le problème se pose peu à Châlons-en-Champagne. Pour une raison très simple, c'est qu'on n'a pas besoin de produire de logements. D'accord. C'est une zone qu'on qualifie de détendue, donc il n'y a pas la pression que vous aurez en Ile-de-France, en Gironde, à Marseille ou sur l'ensemble de PACA. Mais le problème que vous évoquez, on le retrouve évidemment partout. La matière première agricole, c'est le sol. Je suis un peu taquin, je m'adresse aussi à l'ancien ministre du Logement. Ça ne m'avait pas complètement échappé, je vous rassure, et c'est pour ça que je vous répondais sur d'autres territoires. La matière première principale pour faire de l'agriculture, c'est du sol. La matière première pour faire un logement, une route, un centre commercial ou un bureau, c'est aussi du sol. Ce n'est pas du béton, contrairement à ce qu'on pense. La matière première, c'est le sol. Et donc, on est face à des concurrences d'utilisation des sols. La concurrence d'une agriculture nourricière, la concurrence d'une agriculture potentiellement énergétique, la concurrence entre des sols à d'autres destinations, notamment des destinations de construction ou de circulation et de mobilité. L'enjeu, il est très simple. Nous avons passé notre temps, en France notamment, à sous-utiliser le mètre carré de foncier disponible pour produire des logements. On a fait de plus en plus des logements à plat, de moins en moins en hauteur, et on a agrandi les surfaces des logements. Autrement dit, si demain on veut restreindre l'utilisation du sol à destination d'immobilier, il faut 1, partir en densification, et 2, réduire les surfaces des logements. Ce sont 2 enjeux absolument essentiels dans le secteur de la construction, dans le secteur de l'immobilier, pour réduire la concurrence que vous évoquez. Ils sont rares, les gens qui osent dire qu'il faut réduire la surface des logements. C'est pas le sujet du jour, mais je note qu'ils sont assez rares. Ils sont très rares, mais il suffit là encore de se dire la chose suivante. On a une matière première qui se raréfie. La logique du raisonnement est imparable. Je dis juste, ils sont rares. Voilà. Donc à partir de là, il faut évidemment en tirer des conséquences, mais surtout, il suffit de regarder les grandes évolutions. Quand vous prenez le nombre de logements produits à l'hectare entre 1970 et aujourd'hui, on a réduit le nombre de logements produits à l'hectare. C'est clair. Quand vous regardez la taille des logements, ils ont pris 20 mètres carrés depuis 20 ans. Et ça, principalement sous l'effet des normes, pas des usages, mais des normes, parce que parallèlement à ça, vous avez une réduction du nombre de personnes par logement liée à la décohabitation. Donc on aurait besoin normalement de logements normalement plus petits que ceux que nous fabriquons aujourd'hui. Dernier point, ou bien vous-même, ou bien d'autres élus sont probablement des clients de mon voisin de gauche. Et donc je vais vous poser exactement la même question. La restauration scolaire qui est gérée par les élus locaux, comment est-ce qu'elle peut s'inviter dans ce débat sur l'éducation à l'alimentation? Et je vais poser une question qui est peut-être un peu personnelle, mais j'ai quand même noté que depuis l'âge où moi j'allais à la cantine, une des choses qu'on a données aux enfants, c'est le choix. Est-ce que c'est quand même pas un cadeau un peu empoisonné qu'on a fait à la collectivité? Parce que finalement, c'est l'exact inverse de on vous donne des règles. C'est l'absence de règles, le choix. Et est-ce qu'il n'y a pas un sujet dans la restauration collective aujourd'hui concernant le fait d'habituer les gens à manger, on va dire, des choses qui sont cohérentes avec le bénéfice collectif? Là encore, on est souvent face à des injonctions contradictoires. Donner le choix, c'est permettre à un enfant qui ne va pas aimer le menu imposé de se nourrir quand même. Et dans un certain nombre de quartiers... Alors à mon âge, il y avait le troc.
C'est-à-dire, j'aime pas les petits pois, est-ce que tu me donnes ton dessert? Oui. Ça marchait assez bien, du Ça reste. marchait assez bien, c'était assez efficace. Mais peut-être qu'à votre époque, le taux d'enfants scolarisés n'était pas le même que celui d'aujourd'hui. Oui. C'est une évolution non négligeable. Que les paupérisations d'un certain nombre de quartiers n'étaient pas les mêmes non plus. Et donc donner le choix, c'est donner la capacité de gérer des diversités communautaires sans en faire trop, de permettre à chaque enfant d'avoir au moins un repas par jour et d'avoir un repas le plus équilibré possible en fonction des choix du gamin. Qui plus est-ce que donner le choix, c'est pas aussi une garantie, parce que je vais choisir ce que j'ai envie de prendre, de limiter le gaspillage qui était évoqué à l'instant. Donc de ce point de vue-là, je pense que ça se gère assez bien et que du côté de l'injonction, on peut facilement tomber dans l'équilibre du choix qui me paraît plus intéressant. Sur les cantines scolaires, on a deux enjeux pour ce qui concerne les collectivités locales. Un premier enjeu qui est un enjeu économique. Le coût d'un repas à Châlons-en-Champagne, c'est 13 € le repas. Alors c'est pas ce qu'on paye à Sodexo. En l'occurrence, on le fait en régie, donc on passe pas par eux, mais ce serait pareil. Mais c'est le prix de l'aliment, c'est le prix de la fabrication du repas, de la livraison du repas, de la réchauffe du repas, du service à table du repas et du gardiennage, entre guillemets, du repas, puisque, notamment dans les petites écoles, on nourrit les enfants ou on les aide à se nourrir. C'est 13 €. Notre enjeu principal, quand on sert, pour ce qui nous concerne, 350 000 repas par an, c'est de réduire de 2 à 3 € le prix du repas pour générer des économies qui sont indispensables si nous souhaitons baisser l'ensemble de la dépense publique. Deuxième enjeu, c'est comment, en baissant ces 3 €, on peut garder une partie des économies réalisées pour diversifier le repas qui sera fourni. Parce qu'on sait que ça peut avoir un surcoût de prendre du bio, que ça peut avoir un surcoût de faire du circuit court, contrairement à ce qu'on pense, et que ça peut avoir un surcoût d'avoir une plus grande diversité de repas. Et donc, l'enjeu économique, il est finalement simple. Comment je génère une économie globale et comment cette valeur, qui est de fait créée par une économie, je la partage entre une économie encaissée par la collectivité et de l'autre, un investissement supplémentaire vers des repas plus durables. D'accord. Et ça peut se marier avec la question de je baisse l'empreinte carbone du repas. Globalement, évidemment, puisqu'à partir du moment où on va réussir à baisser, par exemple, le nombre de repas avec de la viande, on va pouvoir faire du circuit court, on va pouvoir faire du bio en plus grande quantité qu'aujourd'hui, on fera baisser l'empreinte carbone du repas. On va profiter du quart d'heure qui nous reste pour passer la parole à la salle. On va demander à notre assistante préférée de s'emparer d'un micro. Et précision, pardon, dernière précision, je ne sais pas quel est le coût du grillon, mais je serais curieux qu'on fasse un test dans une cantine scolaire pour les barres chocolatées ou les barres aux fruits que vous évoquiez tout à l'heure. Sincèrement, ça peut être très intéressant de mesurer la réaction des parents si on faisait ce type d'offre dans une cantine scolaire. Moi, je suis assez partant. Ça dépend du défi qui est lancé, non? Je suis sûr qu'il y a une manière de faire manger des grillons. Voilà. Je vous rappelle que je prends 10% sur tout deal conclu aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de se lancer pour poser la deuxième question? Absolument personne. Vous êtes rassasié au vrai sens du terme. Ah si, voilà. Oui, bonjour. Merci pour cette table ronde. Une question pour Neil Barrett de Sodexo. On a beaucoup parlé de goût des repas, on a parlé de nutrition, on a parlé un petit peu de bio et moins de viande. Le bien-être animal est un sujet qui fait de plus en plus polémique en France avec les conditions des animaux dans les abattoirs et les élevages de poules pondeuses. Est-ce que c'est une question sur laquelle Sodexo se penche? Merci. Absolutely. So in 2009, we launched our first supplier code of conduct. And more recently, I think in the last 3 years, we have an animal welfare policy also that we require all of our contracted suppliers to sign. We were one of the first food service companies in the world to issue a global commitment around caged-free eggs. We are moving in on the issue of broiler chickens as well. We've already made commitments in the US in that regard. So progressively we are making advances in terms of
animal welfare actions, issues, in terms of part of our responsible sourcing commitments that we're making. Oui, bonjour. J'ai une question pour Monsieur Apparu. Est-ce que vous pourriez revenir un instant sur la description que vous faisiez à un moment des activités de Planète A? Vous parliez de différents types de réunions que vous vouliez organiser. Et il y a un type de réunion dans lequel il y avait 5 représentants par catégorie. Et il y en avait 4 ou 5 de ces catégories, donc une vingtaine ou 25 personnes. Et là-dedans, il n'y avait que 5 agriculteurs. Et j'étais un peu surpris par ce nombre. Pourquoi il n'y en a pas plus? Pourquoi ils sont si peu nombreux? Alors, j'ai peut-être passé trop vite sur l'explication pour essayer de réduire le temps de parole et respecter les 10 minutes en question. Dans Planeta, dans cette initiative, il y a l'idée d'avoir un forum autour de l'agriculture avec l'ensemble des partenaires de la question agricole. Ça, c'est la réunion type forum que l'on connaît, type Davos que l'on connaît. Il y a une deuxième type d'initiative qui est de la formation continue et de la création de réseaux, qui est cet Institut des hautes études de l'agriculture, sur le modèle de ce qui se fait en matière de défense nationale avec l'IHEDN, où l'idée de l'IHEDN, c'est de réunir 80 auditeurs par an, qui viennent d'horizons très différents, qui sont des cadres dirigeants et qui vont se voir 10 week-ends sur l'année pour travailler sur des questions autour de la question agricole. Je vous ai décrit ce que pouvait être le profil de ces personnes-là. Nous n'avons pas encore arrêté la dimension très précise des choses. Mais pour nous, l'enjeu essentiel, la démonstration qu'on veut faire, c'est que si, bien évidemment, l'agriculture questionne, interroge, interpelle les agriculteurs, elle interpelle beaucoup plus de secteurs d'activité dans la société. La grande distribution a évidemment des conséquences et des enjeux agricoles. L'industrie agroalimentaire également. Le monde politique, le monde administratif, le monde environnemental sont évidemment aussi questionnés par la question agricole. Donc il ne s'agit pas de faire un institut ou un World Economic Forum pour les agriculteurs. Il s'agit de le faire pour l'agriculture, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Bien évidemment, ça se fait avec les agriculteurs, avec des agriculteurs, les proportions ne sont pas définies, mais il s'agit bien de poser l'enjeu central de la question agricole beaucoup plus que de ceux qui aujourd'hui incarnent cette profession et ce milieu-là, pour que ça devienne une question centrale de nos débats. C'est évidemment un des partenaires potentiels avec qui nous allons travailler. Oui, la question, pour ceux qui n'ont pas entendu, c'était le rôle de l'INRA. Pendant que le micro passe là-bas, moi j'avais... est-ce que vous avez... Allez, je vais poser la question aux 2 représentants, on va dire, les plus évidents du monde agricole. Est-ce que vous avez vu des initiatives qui ressemblent à ça aujourd'hui, ou en France, ou en Europe, pour rester, on va dire, géographiquement localisé? Des initiatives comme ça, il en existe, peut-être moins positionnées territorialement telles que ce projet-là, et peut-être plus sectorisées. C'est-à-dire qu'on l'a au niveau de l'agence bio, qui est purement au niveau national, un objet qui permette à l'ensemble des opérateurs, qu'ils soient transfo, producteurs, mais aussi consommateurs. Et je n'ai pas beaucoup entendu parler de consommateurs, et je pense que pour le coup, ils doivent rentrer dans le jeu, y compris les métiers de santé. Nous, à l'interne de l'agence bio, aujourd'hui, on essaie justement de dire il faut que, y compris les métiers de santé, rentrent dans la discussion, rentrent dans l'information et dans les prises de décision à avoir, puisque l'agriculture, au travers de l'alimentation et de ses impacts environnementaux, notamment sur l'eau, ont des impacts très nets sur les questions de santé, et on ne peut pas l'oublier. D'accord. Et ça moi, j'ajouterais peut-être les états généraux de l'alimentation là, qui sont en cours et qui rassemblent tous les aspects autour de l'alimentation et de l'agriculture. Et ça me paraît un événement important. Et j'entends autour de moi beaucoup de dirigeants d'entreprises agroalimentaires, des gens du monde agricole, qui saluent cette initiative. D'accord, mais pour reprendre un vocable de votre monde, je comprends que c'est une initiative annuelle et pas une initiative pérenne. Les États généraux. Enfin, je veux dire, c'est un événement, c'est ça, isolé dans le temps. Enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose qui va s'installer dans la durée. A priori non, mais enfin bon, peut-être si jamais ça débouche sur rien ou pas suffisamment de choses. J'ai évidemment fait le benchmark
européen et mondial de ce qui existe en la matière, que ce soit en forum ou en institut tel qu'on l'évoquait. Sur le modèle institut, il n'y a rien. Sur le modèle forum, il y a effectivement toute une série de forums existants. Il y a un forum à Berlin qui est assez puissant, il y en a un à Orléans, il y en a un au Brésil, donc il y a plusieurs forums de ce type-là qui existent. Ils sont en règle générale plus segmentés sur l'alimentation, c'est la réponse que vous venez de faire tous les deux. Ce n'est pas tout à fait le cas de celui que j'évoque, qui a une vocation plus généraliste. Et deuxième élément, ils sont souvent, et je reviens sur ce que vous dites parce que j'ai oublié le mot consommateur et vous avez 1000 fois raison de me reprendre là-dessus, ils sont souvent aussi segmentés en termes de public cible. Si vous prenez le forum de Berlin par exemple, c'est essentiellement les décideurs administratifs et politiques. Si vous prenez l'Open Agri-Food, qui est très centré sur la question agricole et sur les producteurs, à Orléans, là encore, les populations ne sont pas les mêmes. Donc notre idée, nous, c'est bien d'avoir un forum généraliste et un forum qui se penche sur les questions qu'on va se poser à 20 ou 30 ans, pas sur l'actualité de demain matin. D'accord. Une question là. Oui. Est-ce que ça peut le faire sans décision gouvernementale, enfin Est-ce que ça peut faire quoi? Repenser nos habitudes alimentaires et notre production agricole. Est-ce qu'on peut, avec des initiatives comme l'Institut des hautes études qui prépare le terrain, est-ce que ça va bouger sans impulsion nationale? Allez. Là, d'abord, un éternel débat. Est-ce qu'on change les modes de consommation par la culture ou par la loi? C'est les débats qu'on a sur tous les sujets. Est-ce qu'il faut obligatoirement en passer par la loi pour avoir des changements durables et lourds? Sur un certain nombre de cas, la réponse est oui. Dans d'autres, non. J'ai vraiment pas de réponse à vous apporter. Mais je ne crois pas, a priori, je dis bien a priori, je ne crois pas à un modèle où un ministre viendrait devant le Parlement pour dire on divise par deux la consommation de viande, ou on baisse drastiquement la consommation de viande dans les cantines scolaires, par exemple. Je ne crois pas à ce type de modèle-là. Moi, je crois au modèle de l'acculturation, je crois au modèle éducatif qui fait évoluer le modèle de façon durable. Il suffit de regarder depuis 40 ans la consommation de la viande en France. Elle est en baisse continue et ça va probablement continuer à décroître. Donc je pense qu'il y a des changements culturels, qu'à un moment, il y a un coup de pouce législatif positif, sous forme fiscale, sous différentes formes, j'y crois. Mais de là à imaginer qu'on va, comme d'hab, faire une loi pour interdire quelque chose dans ce registre-là, je n'y crois absolument pas. Neil, you operate in all the countries in the world, almost. You have a more global view on this question, which is basically who takes action first, politicians or the society? I'm absolutely convinced that it's going to be the society that's going to push for change. I think forget governments; they're almost inept, and it's really from what I've heard recently when I was in the US and from other forums around the world, it's really it's private industry that's going to make significant change in this area to move this agenda forward. But can we do without political decisions? No, of course or not. They will No, come in due time. Has to be a collaboration. But, Okay, they come in due time, correct, but after. correct. Okay. Est-ce que vous avez un avis sur le rôle du monde politique dans cette affaire? Est-ce qu'il est le deuxième à agir, inutile, le premier à agir? Et en fait, on se rend compte que là, ces dernières années, les politiques sont là en pompiers. C'est plutôt ça. C'est-à-dire qu'elles essaient de récupérer, d'équilibrer, de faire en sorte que les systèmes survivent. Ça, c'est tout de même pas bon. Aujourd'hui, la décision, l'évolution du mode alimentaire et de production, le déclic, ça a été la vache folle. Enfin, il y a eu vos hormones, mais la vache folle, un déclic important. Et nous, on s'amuse à faire des courbes de la progression de la bio, qui veut juste dire quelque chose. Hein. Et à chaque fois, on a soit un scandale sanitaire, on a une montée de 15-20%, soit une décision politique accompagnée au travers des CTE, mise en place au niveau de la PAC, voilà, ou des organisations, on va dire, un peu citoyennes. Le Grenelle de l'environnement, très nettement, on a un escalier au moment du Grenelle de l'environnement. La question climatique, c'est pour ça que tout à l'heure je disais, la question climatique peut être une chance.
est passé par une décision politique. C'est-à-dire qu'il y avait une aspiration sociale, mais le politique a pris une décision qui était de l'organiser. Oui, mais le politique a fait son boulot peut-être à ce niveau-là. Mais... Pardon, je vous coupe un instant. Le Grenelle, pour y avoir été, c'est pas une décision politique dans le sens qu'évoquait monsieur tout à l'heure. Il n'y a pas eu de changement de loi. C'est pas un changement législatif, c'est justement un accompagnement des évolutions culturelles. Oui, mais c'est une décision. Donc c'est beaucoup plus, bien sûr, c'est une participation du politique qui organise quelque chose qui permet à un moment des prises de conscience et des discussions. Oui. C'est évidemment un rôle politique 1000 fois plus pertinent que de vouloir en permanence passer par la règle pour régler un problème. La règle a suivi. Dans mon expérience personnelle et familiale, au début de la bio, l'initiative était d'abord populaire et associative. Et c'est clair que quand l'État s'est intéressé de près au sujet pour officialiser la démarche de l'agriculture biologique et en quelque sorte encadrer le cahier des charges, ça a donné quand même une impulsion forte, importante. Qu'est-ce que la seule représentante de la jeune génération à cette table ronde attend ou n'attend pas du monde politique? Non, mais c'est vrai que dans notre secteur des nouveaux aliments, et il y a l'insecte, mais il n'y a pas que l'insecte, il y a le bio, mais il y a aussi le sushi, il y a la pomme de terre, la tomate. Et on a vraiment vu l'impact, le rôle à la fois par moment du public, mais aussi parfois des entreprises, parfois des médias, des personnages publics, et aussi le rôle des consommateurs. Et selon l'histoire, chacun a pu jouer un rôle plus ou moins déterminant ou facilitant. Et par exemple, dans le cas du sushi, il y a une cinquantaine d'années, il y a 90% des Français qui ne voulaient pas manger de sushi et qui pensaient que le sushi n'avait pas d'avenir en France. Et finalement, les entreprises ici, en faisant des bons sushis et en faisant bien la présentation du produit, a convaincu les consommateurs. Et le consommateur ici, en étant sensible et en étant ouvert et en s'ouvrant, a aussi joué un rôle. Mais dans le cas de la pomme de terre, c'est plutôt ici les pouvoirs publics ont eu un rôle important, notamment en Angleterre. Et il y a eu un concours qui a été organisé. En France, il y a eu un concours, mais en Angleterre, ils ont planté des pommes de terre dans les jardins royaux pour revaloriser cette racine qui était complètement... qui était jugée comme vraiment pas bonne par le public. Et en le mettant dans les jardins royaux, en le faisant garder par les gardes de la reine, les gens ont voulu aller voler ces pommes de terre. Et donc, ça a complètement redoré l'image de la pomme de terre. Et chacun peut jouer un rôle. Donc, en gros, c'est la publication des menus servis à l'Élysée qui peut modifier, c'est ça l'enseignement de l'affaire. Voilà, finalement, c'est exactement ça qu'il faut retenir. On va prendre une dernière question. Oui, bonjour. Olivier Daugé, représentant la PCA Climat-Énergie. Merci pour cette table ronde parce qu'elle est assez ouverte, particulièrement ouverte, et de la FNAP jusqu'à M. Apparu. Non, c'est intéressant. Je voulais juste... tout à l'heure, on a parlé du côté réglementaire, M. Apparu, c'est vrai. Mais autant ça ne peut pas être réglementaire, autant, et je vais prendre deux petits exemples, il ne faut pas non plus être schizophrène sur ces dossiers-là dans les décisions politiques. Je prends deux exemples. Le exemple qu'on connaît bien, c'est l'ouverture des frontières qui s'accélère avec des cahiers des charges qui est chez nous. Le même gouvernement, avant c'était pareil, c'est pas l'actuel, qui veut des cahiers des charges plus stricts, très bien, mais qui signe des contrats comme le CETA, comme le Mercosur, où on rentre à grande quantité. Je pense qu'il y a une vraie question politique à se poser sur ce que l'on veut. La deuxième chose, ça fait 50 ans qu'on parle d'une politique protéine en Europe. On est tous conscients de l'évolution de la consommation qui a déjà commencé sur la viande. C'est une évolution qui est pas récente. D'ailleurs, en termes de communication, il faudrait regarder, parce qu'au lieu de parler de rupture, il faut peut-être parler d'accompagnement de l'évolution. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que l'évolution, elle est déjà partie. Il ne faut pas peur aux gens, elle est déjà partie. Par contre, on n'arrive toujours pas à faire de protéines en Europe, pour des raisons de réglementation et tout ça. Et la protéine est importée. Donc là, pour moi, il y a véritablement... Et puis je dirais la dernière chose dans tous ces débats-là, et j'avais déjà un débat ce matin sur les systèmes agricoles, l'équation agricole est de plus en plus compliquée avec de plus en plus d'inconnus. La production, comme m'a dit M. Apparu, la transition énergétique, il ne faut pas l'oublier parce qu'elle a un impact très fort sur l'agriculture.
Les problèmes du climat, les problèmes de sol. Pendant 10 ans, on a dit qu'il fallait moins travailler le sol pour garder les gaz à effet de serre. On commence à dire que finalement, c'est peut-être pas la solution. Et quand je dis on commence à dire, c'est des instituts comme l'INRA qui se posent sérieusement les questions aujourd'hui. Donc ça veut dire que le système agricole n'est pas facile. Donc le premier levier, je ne dis pas que c'est de fermer les frontières et de protéger, mais en tout cas que les réglementations liées au commerce soient un peu en adéquation aux réglementations liées à ce qu'on veut et ce qu'on met en charge comme cahier des charges. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc la question, c'est la compatibilité. Oui, justement, non, mais je pense des productions protégées avec les règles de mise avec les règles de mise en concurrence. Okay. On va commencer par les gens qui font du bio. Tiens, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je vais donner quelques éléments par rapport à ça, par rapport à ce qui est dit là. Les décisions où elles se prennent. Il faut être honnête. Les décisions peuvent se prendre au niveau européen, pas dans un cadre politique démocratique, dans un cadre de pression. On va dire, sous forme lobbying. Donc on a un modèle économique qui joue sa survie et qui donc joue le point mort dans l'évolution. En face de ça, on a des consommateurs qui vont beaucoup plus vite que ce que l'on est prêt, ce que l'on peut évoluer en termes d'agriculture. Là, aujourd'hui, on commence à avoir un schisme. Le schisme, par exemple, il s'illustre au travers des questions de bien-être animal et de la question de manger de la viande ou pas, des questions des végans. Et là, vraiment, on a une société, un élément de la société qui va beaucoup plus vite que ce que l'ensemble de la société des producteurs peut évoluer. Donc, comment on fait entre ces trois éléments, des producteurs ou des entreprises, peu importe, des consommateurs et des citoyens, et une force inertielle économique qui ne joue pas le jeu du changement, bien entendu, quoi. Et ça, je pense que les règles sont importantes au niveau européen. Ça a été dit, quand la règle européenne sur la bio a été mise en place, on a eu un développement formidable de la bio parce qu'on avait une règle sur laquelle s'accrocher. Là, aujourd'hui, nos règles à tout niveau créent des problèmes évidents de savoir pour les producteurs comment s'inscrire, quelle est la perspective qu'il faut donner. Et c'est donc cette question de perspective que là, aujourd'hui, il faudrait que les politiques donc, le font au travers des ECHA, donnent peut-être des éléments, mais comment ça va se traduire au niveau décisionnel et notamment au niveau des décisions économiques qui sont prises notamment au niveau européen. Neil, how do you think that we should try to make compatible the free and open market with the people that try to produce better, in quotes, and therefore with higher quotes, with a higher cost, sorry. How can we make these two things compatible? I think that if we think about food across the world today, quite honestly, it's never been cheaper. In fact, we've got to a stage where food is now so commoditized that it's hard to find the value in what's produced. And I think it's one of the reasons why we have so much food waste in the world, because what we don't value, we throw away. So we need to rethink the food system, because it can't continue the way it is. To continue this cost down, pressure down, price down. Look at what it's doing to communities. Look at what it's doing to farmers, leaving the land in droves because they can't make a living. So what do we do? So I think it's got to be a combination of all the actors in the value chain taking action to produce a better outcome for everyone along the value chain. Okay, but for example, can you sell at a higher price, arguing that you have bought at a higher price because you want to respect certain ways to produce? I think there's a fundamental problem with the question. How can we live in a world where organic product costs more than product produced from an industrialized system that doesn't pay the natural costs, the environmental costs? Because nature is free. That's basic rule in economics. Well, it's not free. We're all going to pay. We're all going to pay by the 2% if we're not careful and we're not conscious of what we do. Okay. But if you want to take action, again, it's a very simple question. I know it's a hard one, but what can you do if you want to do something in a free and open market? So in our case, Sodexo's led the creation of the International Food Waste Coalition.
a non-for-profit association based in Brussels with the specific aim of reimagining relationships to describe how we can create and retain value along the value chain so that we're not wasting food from the farm right through to the consumer. To one example. Benoît, un tout petit mot de conclusion sur... Juste un petit mot rapide de conclusion sur la contradiction qui a été évoquée de façon très juste. Pour essayer de le dire de façon la plus simple possible, nous sommes dans un système, notamment alimentaire, qui est mondialisé. Un système mondialisé avec des règles nationales, ça ne marche pas. C'est un système totalement dérégulé et déréglementé. Si on veut essayer de cadrer un peu un système mondial, il nous faut donc des accords internationaux type le CETA qui sont eux-mêmes dénoncés parce qu'ils créent des règles mondiales. La contradiction fondamentale, elle est là. Tant que nous aurons un marché qui est ouvert, qui est mondial, qui doit le rester, parce que ça crée de la croissance, ça crée de la richesse, il faut un minimum de réglementation mondiale pour essayer de l'organiser, le structurer, sinon ça ne peut pas fonctionner. Et ça passe obligatoirement par de l'accord intergouvernemental type CETA, parce que sinon, on est dans la déréglementation pure et dans la loi du plus fort, dans ce qu'elle a de pire. Eh bien, merci beaucoup à tous nos participants. Il est l'heure de libérer les locaux. Merci d'avoir assisté et donc vous pouvez les applaudir fort.